Le grand investigateur ivoirien, pendant ces 19 minutes, extrêmement profondes et riches en révélations, nous met sur le chemin de la compréhension de la question que nous nous posons ce soir. Pourquoi Alassane Dramane Ouattara s'acharne-t-il si spécifiquement sur le Burkina Faso? Pourquoi tient-il à diviser et à régner sur ce pays? Je voudrais maintenant apporter des éléments complémentaires, car en fait, on pourrait appeler cette émission « Complément à l'enquête de Chris Yapi ». La première idée qu'il faut prendre en considération renvoie à l'histoire et à la psychologie d'Alassane Dramane Ouattara. Le satrape reptilien qui tient le peuple ivoirien en otage. Si vous ne connaissez pas son histoire, si vous ne maîtrisez pas sa psychologie, vous ne pouvez pas comprendre sa prédisposition à saboter toute une sous-région et tout un continent en lutte. Alassane Ouattara est né au Burkina Faso. Il y a fait l'essentiel de ses études. Les études primaires, les études secondaires. Et le Burkina Faso a payé une bourse d'études à l'étranger à Alassane Dramane Ouattara aux États-Unis. Alassane Ouattara a pu bénéficier de l'argent du Burkina Faso pour poursuivre des études, car ses parents étaient pauvres, contrairement à ce qu'il raconte maintenant. Ils ne pouvaient pas lui payer des études aux États-Unis. C'est le Burkina Faso, à l'époque la République de Haute-Volta, qui a payé les études à l'étranger de cet individu. Il a suivi ses études Kahin-Kaha, aboutissant à un doctorat très transparent en économie, à travers un cheminement tortueux qui est malheureusement possible aujourd'hui et depuis très longtemps dans le système américain. Ouattara est par la suite allé travailler pour la Banque mondiale, pour le FMI, puis pour la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, donc succursale de la Banque de France. Dans chacune de ces institutions, il a travaillé comme voltaïque. Puisque le Burkina Faso s'appelle Burkina Faso depuis 1984. Alassane Ouattara a fait la plus grande partie de sa carrière professionnelle de banquier international comme citoyen voltaïque. Mais quand Alassane Ouattara revient en Afrique, la Haute-Volta est sous la main des militaires. Et il est difficile à un civil de gouverner dans la Haute-Volta des années 70-80. Après le général Aboubacar Sangoulé Lamizana, vont se succéder des régimes militaires, comme celui du colonel Saïd Zerbo ou celui du commandant Jean-Baptiste, du médecin commandant Jean-Baptiste Ouedraogo. Alassane Ouattara n'avait pas de possibilité d'arriver au pouvoir au Burkina. Parce que la tradition du pouvoir militaire s'était installée depuis le général Aboubacar Sangoulé Lamizana. Et elle devait se poursuivre inexorablement, pratiquement jusqu'à nos jours. Si vous regardez bien l'histoire du Burkina, le séjour des civils au pouvoir au Burkina a toujours été court, voire écourté. C'est un pays où le pouvoir d'État s'exerce depuis très longtemps par des hommes en armes. Ouattara ayant regardé le Burkina et vérifié qu'il n'avait pas la compétence militaire. Par ailleurs, le Burkina Faso étant à l'époque classé abusivement et mensongèrement comme un pays moins avancé, un pays pauvre, Alassane Dramane Ouattara tourna son regard et contempla une terre qui lui paraissait beaucoup plus féconde et beaucoup plus fertile d'un point de vue économique et financier. Cette terre, jumelle du Burkina Faso, par le territoire, par les cultures et la tradition, c'était la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara entame donc, à la fin des années 80, une mutation et une négation, un reniement de sa nationalité voltaïque et burkinabé pour se glisser dans la nationalité ivoirienne. C'est l'opération qui lui permet
d'être repéré à travers ses amitiés à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, ses amitiés chez les maîtres colons parisiens, et notamment à travers la grâce d'une femme de coopérant enseignant français, de français, un certain monsieur Folorou, la femme de ce coopérant qui est mort dans des circonstances particulières sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, en Côte d'Ivoire, n'est ni plus ni moins que Madame Dominique Nouvian-Folorou, aujourd'hui appelée Madame Ouattara. De naissance donc Nouvian, mariée à Monsieur Folorou, qui meurt en Côte d'Ivoire. Cette dame va commencer donc à arpenter les allées du pouvoir ivoirien jusqu'à provoquer par son charme, eh bien, la chute sous son charme du président Félix Houphouët-Boigny, qui en fait une de ses courtisanes. Et il l'appelle alors à cette époque très poétiquement ma blanche colombe. C'est à travers tout ce réseau qu'Alassane Dramane Ouattara entre dans la classe politique ivoirienne, dans laquelle il était inconnu au bataillon tout au long des années 40, puisqu'il est né à la fin des années 30, tout au long des années 50, tout au long des années 60. On ne connaît pas d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Tout au long des années 70, Alassane Dramane Ouattara ne figure pas au personnel politique, ni parmi les intellectuels ivoiriens. Il est même connu par des Ivoiriens qui ont fait leurs études à l'étranger comme un frère voltaïque. Le président Aimé-Henri Konan Bédié, paix à son âme, fera la connaissance de Ouattara comme étudiant voltaïque à l'époque, justement aux États-Unis, où lui, il sera, à 26 ans, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique. Il connaît Ouattara comme voltaïque. Le président Bédié ne nous a pas menti. À l'époque, nous n'avions pas toutes les cartes en main. Il le connaissait. Vous savez, les Africains se connaissent tous à l'étranger. Surtout quand ils sont dans des pays où ils sont en minorité. Mécaniquement, ils se rapprochent et ils se connaissent. Donc, Ouattara est quelqu'un qui va renier ses origines. C'est un renégat. Et sa manière de renier ses origines est tellement grave que nous avons créé pour lui un concept beaucoup plus avancé. C'est un reniard. Un reniard. Reniard. C'est-à-dire un renégat qui a la particularité d'être endurci dans sa mythomanie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui renient leurs origines, mais quand on leur rappelle, ils reconnaissent. Avec Ouattara, plus tu lui rappelles qu'il doit sa formation. Oui, parce que c'est le Burkina qui l'a formé. C'est l'argent du peuple burkinabé qui a fait d'Alassane Dramane Ouattara un docteur de l'université. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer les études. C'est l'État burkinabé qui a formé Ouattara de A jusqu'à Z. Quand un État t'a formé de A jusqu'à Z, tu ne peux pas renier cela. Tu ne peux pas le renier. Surtout, c'est ta patrie natale. Tu dois au moins d'avoir le courage de reconnaître que tu es de là, que tu es né là-bas. Ouattara Dramane entre donc dans la nationalité ivoirienne en opérant une négation de ses origines. Et ça, c'est la source du premier problème qu'il a avec le Burkina Faso. C'est un problème psychologique. Le Burkina Faso, c'est sa mauvaise conscience. Chaque fois qu'Alassane Ouattara regarde le Burkina Faso, il se souvient de son mensonge. Donc, le Burkina Faso, pour Alassane Dramane Ouattara, devrait être conforme à son mensonge. Il faudrait qu'il y ait à la tête du Burkina Faso des dirigeants qui font les 4 volontés de Ouattara, c'est-à-dire qui reconnaissent son mensonge, qui couvrent son mensonge. Des dirigeants qui sont complaisants envers son mensonge. Des dirigeants qui se comportent comme si on ne sait pas où est son village. Des dirigeants qui se comportent comme s'il n'était pas de Sendou, là où il y a la tombe de son papa et de sa maman. Il faut absolument qu'à la tête du Burkina Faso, il y ait un menteur associé à Ouattara, pour que Ouattara se sente en paix. Voilà son premier problème avec le Burkina. Chaque fois qu'arrive à la tête du Burkina, un dirigeant qui n'adhère pas complètement à ce mensonge, Alassane Dramane Ouattara le considère comme un homme à abattre. Ça, c'est le premier point. Vous ne pourrez jamais comprendre la haine que ce monsieur a pour le Burkina.
Si vous ne comprenez pas qu'il se hait lui-même, Ouattara, en tant que Burkinabé, alors que le Burkina est une belle terre africaine, une patrie puissante, avec des valeurs de civilisation qui méritent d'être universalisées. Alors que le Burkina n'a à pâlir devant personne sur cette terre. Alassane Dramane Ouattara, lui, il a honte d'être Burkinabé de naissance. Quand vous avez un Africain qui renie sa véritable histoire, vous savez qu'il sera un danger pour l'Afrique. Écrivez ça. Si moi je me lève devant vous, je vous dis, je ne suis pas Camerounais de naissance, de père et de mère, citoyen adoptif de Côte d'Ivoire et de France. Si moi je me lève devant vous et puis je ne vous dis pas ça là, ayez peur de moi, je suis dangereux pour vous. Parce que tout ce que je vais nier là, ce sera la base sur laquelle je vais faire du mal. Un dirigeant politique qui renie son histoire est un danger pour tous les territoires qu'il a reniés. C'est un danger. Je suis toujours dans la psychologie d'Alassane Ouattara. Il faut que les Burkinabés, mes frères, comprennent pourquoi ils détestent le Burkina. Ce n'est pas parce que le Burkina lui a fait du mal. Non. C'est parce que le souvenir de sa burkinabéité fait exploser son mensonge. Penser au Burkina traumatise Ouattara. Ça réveille sa névrose. Parce que son mensonge est une névrose. C'est-à-dire que c'est une maladie mentale profonde qu'il a contractée. Quand tu renies tes origines, tu contractes une maladie mentale. Sous forme même de malédiction ancestrale. Tu es hanté par ton passé. Vous comprenez? Ça, c'est la première raison. Quelle que soit votre manière d'analyser Ouattara, si vous oubliez ce facteur élémentaire qu'il a mal au Burkina, vous ne comprenez pas. Maintenant, passons au deuxième facteur. Alassane Dramane Ouattara doit sa carrière, il l'a dit dans une interview à Jeune Afrique, il a dit qu'il doit sa carrière à la France, sa carrière politique. Le président Houphouët-Boigny et la France. Le président Félix Houphouët-Boigny qui le désigne, Premier ministre, d'ailleurs sur le conseil de la France, et il dit la France, et il ajoute, en dehors de ça, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien d'autre à personne. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara dit qu'il ne doit rien au Burkina Faso, qui lui a payé des études, hein. Attention, hein, les études de Ouattara ont été payées de l'école primaire jusqu'au doctorat. Il a reçu une bourse de l'État voltaïque. Il dit qu'il ne doit rien au Burkina. Vous comprenez? Il dit qu'il doit à la France. Pourquoi? Parce que pour accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, il a bénéficié de l'aide militaire de l'armée française. Ça, c'est vrai. Par conséquent, la deuxième raison qui explique l'attitude d'Alassane Dramane Ouattara, c'est qu'il estime qu'il doit à la France de détruire tout régime politique qui a décidé de sortir de la domination du néocolonialisme français. Je recommence la deuxième raison. Alassane Dramane Ouattara estime que parce que la France l'a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, lui, il doit aider la France à prendre le pouvoir partout en Afrique. Il doit l'aider à maintenir sa mainmise sur les marchés économiques, maintenir sa mainmise militaire, sa présence militaire, maintenir sa mainmise sur la monnaie africaine, maintenir sa mainmise sur la circulation des idées. C'est-à-dire que dans cette France-là, Alassane Ouattara ignore qu'il existe des penseurs révolutionnaires qui sont précisément opposés au colonialisme, opposés au néocolonialisme et à l'impérialisme français. Ouattara n'est pas au courant qu'en France ont existé les Sartre, ont existé les Camus, qui ont écrit des pages lumineuses contre l'impérialisme français, qui ont écrit des pages courageuses contre le colonialisme français. Ouattara ignore tous ces Français d'origine française, hein, pas des Français d'origine africaine, pas des Français d'origine maghrébine. Je dis bien des Français blancs. Tous ceux qui ont produit une littérature comme Maurice Thorez contre le colonialisme français, Ouattara ne les a pas lus. De toutes les façons, c'est un inculte historique. Il ne lit pas l'histoire. L'histoire n'intéresse pas Ouattara. Ce qui l'intéresse, c'est le comptoir. Alassane Dramane Ouattara n'est pas intéressé par l'histoire. Tout ce qui l'intéresse, c'est le comptoir. Il s'agit de savoir combien d'argent il a détourné, combien d'argent il a récupéré par rétrocommission. Tous les soirs, c'est ce qu'il vérifie. Sa logique est celle du comptoir.
comment il a roulé les autres dans la farine, comment il a profité des situations, lui et son clan, c'est son plus grand souci. Donc pour lui, puisque la France l'a aidé à prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, il doit aider la France à maintenir la même mise sur son précaré colonial. Il faut que les bases françaises soient maintenues en Côte d'Ivoire, bases militaires, qu'elles soient maintenues au Sénégal, qu'elles soient maintenues au Tchad. Il faut qu'elles soient rétablies au Mali, rétablies au Burkina, rétablies au Niger. Il faut qu'elles soient maintenues au Bénin, qu'elles soient maintenues au Togo. Il faut même qu'elles soient maintenues au Gabon. Maintenues. Alassane Dramane Ouattara travaille pour maintenir cette présence néocoloniale dont les Africains ne veulent plus. Et que tous les Africains éveillés dénoncent. Présence néocoloniale de la France. Alors, je vois des gens qui se promènent sur ce direct et qui disent, mais toi, ce que tu dis, tu le dis à partir de la France. Mais oui, je le dis comme Jean-Paul Sartre l'a dit. Il était blanc français, il était agrégé de philosophie, comme je le suis. Et il disait la même chose. Personne ne lui a fait valoir qu'il n'avait pas le droit de le penser, puisque c'était vrai. Ici, en Normandie, vivait un homme, il s'appelait Alain. C'était un professeur de philosophie et philosophe. Il a dit, nul n'a de pouvoir sur ton jugement intérieur, car si on peut te forcer en plein jour de dire qu'il fait nuit, personne ne peut t'obliger à le penser. Donc, taisez-vous. Vous qui vous promenez en pensant que quand on est français, alors on est colonialiste. Ce n'est pas vrai. Tous les Français ne sont pas des colonialistes. Toutes les Françaises ne sont pas des colonialistes. Voilà pourquoi notre lutte n'est pas une lutte raciale. Si vous assimilez français à blanc, il ne suffit pas d'être blanc pour être colonialiste. L'histoire des luttes est remplie de fraternité, de camaraderie et de coopération entre les hommes de toutes les couleurs contre le colonialisme. Voilà pourquoi vous devez étudier l'histoire avant de venir rencontrer des gens comme nous autres. Étudier l'histoire. Sinon, bon, vous serez à chaque fois tourné en dérision. Ne dites pas cela. Dans la Bible, il y a un épisode qui est très intéressant. Dans les villes de Sodome et Gomorrhe, les hommes avaient atteint un niveau incroyable de perversion. Alors, Dieu informe Abraham de son intention de détruire Sodome et Gomorrhe par le feu. Et au moment où Dieu veut mettre en exécution donc sa sanction, Abraham lui pose une question. Seigneur, puisque tu es un Dieu juste et bon, si je pouvais t'indiquer les justes et les bons qu'il y a quand même à Sodome et Gomorrhe et qui n'ont pas participé à la perversion du grand nombre, est-ce que tu prendrais des dispositions pour leur permettre d'être sauvés? Dieu répond à Abraham, oui, pour les justes et les bons en toute nation, je m'efforcerai de garantir que leur âme soit sauve. Il a bien dit leur âme. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces textes parce que ce sont des textes symboliques. L'âme des justes est sauve. Est-ce que ça veut dire qu'un juste ne finit pas par mourir? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Il mourra, mais de la mort du corps, pas de celle de l'âme. Écrivez bien ça. Ça, c'est aussi un très joli texte de la Bible que les gens comprennent mal. Quand Dieu dit à Lot, ok, il dit à Abraham, tout ce que tu estimes juste, ils seront sauvés. Les gens comprennent souvent simplement le fait qu'on fait sortir Lot et sa famille et qu'il y a la femme de Lot qui, par amour pour les biens matériels qu'elle a laissés, se retourne et est transformée en statuette de sel. Le message est beaucoup plus profond. C'est un texte symbolique. Ce n'est pas tout à fait un texte historique. Et il consiste à dire que tous ceux qui vont s'efforcer de servir la vérité et la justice, eh bien, peuvent espérer le salut de l'âme. Le salut de l'âme est plus important que celui du corps. Le corps n'est qu'une enveloppe provisoire dans laquelle vit l'homme. L'âme, quant à elle, c'est le principe spirituel de vie, de notre identité personnelle, qui est préservée, qui peut continuer à vivre sous plusieurs autres formes, par la volonté du Tout-Puissant. Ne crains pas ceux qui tuent le corps, africain, crains ceux qui tuent l'âme, car l'âme, c'est la vie. Le corps n'est qu'une forme, le corps n'est qu'un habitacle, transitoire, provisoire, éphémère. Le corps est une tenue, un uniforme porté pendant la traversée de la vie dans la matière. Nous ne vivons pas pour le corps.
Je m'arrête souvent là pour approfondir les choses pour notre peuple, pour que les gens comprennent. Que le service de la justice, là, c'est le service de l'âme. C'est le service de la vie infinie. C'est le service de la vie éternelle. Si vous servez la vérité et la justice, vous êtes en train de servir l'âme. C'est-à-dire cela même qui est appelé à espérer vivre toujours. Une autre anecdote, je m'arrête toujours comme ça quand je vois des commentaires. On demande à Bob Marley s'il est un homme riche. Un journaliste occidental demande à Bob Marley s'il est un homme riche. Et Bob Marley lui renvoie la question en lui disant « Qu'est-ce que vous entendez par être riche ?» Et le journaliste occidental lui dit « Est-ce que vous possédez beaucoup d'argent dans vos comptes bancaires avec des propriétés, etc. » Et Bob Marley lui dit « Cette richesse-là ne m'intéresse pas. » Attention, Bob Marley n'a pas dit « Je ne l'ai pas ». Il dit « Cette richesse-là ne m'intéresse pas. » La richesse qui m'intéresse, c'est la richesse de la vie, la richesse de l'âme. Car la richesse de la vie, la richesse de l'âme, elle peut être éternelle. Alors que tous les biens que nous possédons, eh bien, nous les perdrons. Les biens matériels. Je tourne cette page et je continue avec Ouattara. Je suis en train de commenter, en fait, l'investigation de Chris Yapi et de vous apporter des éléments supplémentaires pour comprendre le problème de Ouattara. J'ai dit que son premier problème est psychologique. C'est un reniard. C'est-à-dire pire qu'un renégat. Quelqu'un qui est comme ça souffre d'une maladie qu'on appelle la névrose, une obsession. C'est que chaque fois qu'il pense au Burkina, à la Haute-Volta, son mensonge lui revient et il déteste le Burkina parce qu'il se déteste lui-même, puisqu'il s'est renié. Le Burkina lui rappelle sa mauvaise conscience, lui rappelle son ingratitude. Deuxième problème, il doit, dit-il lui-même, sa carrière politique et sa survie politique au néocolonialisme français. Vous comprenez? Cela veut dire qu'en fait, pour lui, globalement, il faudrait que l'Afrique, en 2024, reste sous occupation militaire de l'armée française, reste sous occupation monétaire de la monnaie néocoloniale et coloniale française, le franc CFA. Il faudrait que l'Afrique reste sous domination culturelle française. Il faudrait que l'Afrique continue à avoir ses dirigeants choisis et imposés de l'extérieur par des coups d'État ourdis à partir de la puissance française. Alassane Ouattara est pour le maintien de la domination néocolonialiste. Et là, vous trouverez beaucoup de preuves. Qui est le plus grand défenseur aujourd'hui vivant parmi les chefs d'État africains? Qui est le plus grand défenseur du franc CFA? La monnaie coloniale française, le franc des colonies françaises d'Afrique. Qui est parmi les chefs d'État africains aujourd'hui le plus grand défenseur de cette monnaie? C'est pas lui? Très bien. Quel est celui qui est en train d'offrir son territoire pour récupérer toutes les forces qui sont délogées du Mali, du Burkina et du Niger, les forces néocoloniales et impérialistes? C'est qui? C'est Ouattara Draman. N'est-ce pas qu'il est en train de préparer une base militaire américaine? Quel est celui qui harcèle les Africains avec les rares sacrifices consentis par les forces françaises en Afrique, alors que les Africains sont infiniment plus morts pour la France que la France n'est morte pour les Africains? Quel est le chef d'État africain qui peut se mettre devant les Africains et leur parler de 57 soldats français morts dans la lutte antiterroriste, en oubliant de parler des millions d'Africains morts pour les 2 guerres mondiales de la France, sans oublier ceux qui sont morts lors des crimes terroristes coloniaux, des crimes terroristes impérialistes perpétrés et par les puissances, la puissance négrière monarchique française, perpétrée par la République depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Quel est le dirigeant d'Afrique francophone qui se tient devant les Africains francophones et leur parle de la mort de 57 soldats avec plus d'émotion qu'il ne peut parler? Et jamais vous ne trouverez un extrait de Ouattara en train de vous parler du sacrifice des Africains. Moi, en devenant citoyen français, j'étais parfaitement conscient d'appartenir à ces citoyens français d'origine africaine qui ne renieront jamais l'Afrique, qui sont fiers des Africains qui ont libéré la France. Vous savez, quand je marche en France, je marche dans un pays libéré par mes ancêtres. Il faut que vous compreniez mon état psychologique de citoyen français. Je ne marche pas ici comme un vassal. Je ne suis pas un vassal. Parce que les Africains les plus valeureux que je puisse connaître m'ont précédé ici et ont libéré la France du régime le plus abominable qui ait pu naître en Europe, le régime nazi. D'accord? Les Africains
Mes prédécesseurs, les grands résistants et les grands combattants africains étaient ici. Quand je marche dans une ville comme Rouen, je connais l'endroit où on a massacré des dizaines de soldats africains qui étaient venus libérer la France. Pourquoi voulez-vous que moi je sois en Normandie et que je me sente inférieur à mes compatriotes, mes concitoyens blancs français, alors que mes ancêtres les ont libérés? Entre toi, qui es descendant des libérateurs de la France, et ceux qui rasaient les murs pendant la résistance, parce que la majorité des soldats qui ont libéré la France sont des soldats étrangers et sont des soldats africains. En 1939-45, la majorité des soldats qui ont libéré la France étaient des soldats étrangers. Écrivez d'abord ça, et ensuite des soldats africains. Donc quand un Africain marche en France, il devrait se souvenir que de braves Africains ont conquis le cœur des Français en les libérant des nazis allemands. Voilà, moi c'est ce genre d'Africain que je suis. Donc, je subis toutes sortes de vexations, de tracasseries, etc. Mais j'ai une conscience historique extrêmement aiguë. Quand je marche en France, je ne baisse pas les yeux quand quelqu'un me regarde. Car je sens la présence des nobles Africains qui ont participé ici à la libération du monde. Et c'est le même sentiment qui anime les Russes. Hein. J'espère que vous savez que la Russie a contribué à la libération de la France du nazisme. J'espère que vous le savez. Donc, quand les Russes, par exemple, se sentent méprisés par des Français, ils se souviennent simplement de leur sacrifice pour la France. L'inverse n'existe pas. Hein. L'armée française n'a pas libéré la Russie. Hein. Elle n'a pas libéré l'Afrique. Hein. D'accord? Mais les armées africaines ont libéré la France. L'armée russe a libéré la France. Ça, c'est la vérité historique. Vous comprenez? Donc, ne venez pas avec des arguments superficiels. Nous, on a notre manière d'être français. C'est-à-dire fiers de nos ancêtres qui, ici, par humanité, firent le sacrifice de combattre ignominie. Et nous sommes les descendants des hommes de Thiaroye, massacrés, alors qu'ils avaient libéré la France et qu'ils demandaient simplement qu'on paye leur petite quittance. En 1944-45 à Thiaroye, ces soldats massacrés, ces soldats africains massacrés parce qu'ils avaient demandé qu'on les paye au moins autant que leurs collègues blancs. Voilà ceux dont nous sommes héritiers. Or, Alassane Ouattara, lui, il est héritier de ceux qui, ici en France, continuent à penser que le nègre africain n'a rien à dire. Il est héritier de ceux qui pensent que la hiérarchie humaine entre le blanc et le noir doit se maintenir en France, comme elle doit se maintenir en Afrique, elle doit se maintenir en Amérique, elle doit se maintenir en Asie. Ouattara appartient à l'ordre néocolonial. Et voilà pourquoi il déteste le Burkina Faso sous le président Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Parce que Ibrahim Traoré appartient à la lignée des Africains souverains. Le régime du MPSR2, contrairement au régime de Damiba, contrairement au régime de Kaboré, ou même au régime de Compaoré avant, a entièrement renoncé à la moindre compromission envers la domination néocolonialiste. Donc Alassane Ouattara considère que c'est une obligation pour lui envers ses maîtres blancs, les néocolons français et les impérialistes américains. C'est une obligation pour lui de faire tomber le Burkina. Il leur a dit que le Burkina, il s'en occupe, que c'est son dossier. J'en fais un dossier personnel. C'est personnel le Burkina. Vous comprenez? Ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, troisième raison de l'acharnement de Ouattara. Parce que je suis en train de vous apporter un complément de réflexion pour comprendre pourquoi il s'acharne contre notre patrie africaine du Burkina. Il y a une troisième raison. Le Burkina est une pièce maîtresse de l'alliance qui se prépare à mettre fin au franc CFA. J'espère que vous savez que la sortie du franc CFA, ce n'est plus qu'une affaire de jour. Hein. Moi, je sens les choses. Hein. Quand vous voyez le président Goïta qui sort du Mali, là, vous allez bientôt voir, ça va sortir du Burkina, aller chez le président Tchani. Il se prépare à la proclamation de la Confédération et au lancement de la monnaie. Vous avez entendu la déclaration du président Assimi Goïta à Sikasso, non?
Vous avez entendu? Le Burkina est une pièce maîtresse du démantèlement structurel de la France-Afrique. Mais dans un domaine qui intéresse beaucoup Ouattara, c'est le domaine économique. Alassane Ouattara, qui pendant très longtemps a prétendu que le franc CFA garantissait la stabilité économique de la sous-région ouest-africaine, est la preuve du contraire, puisque la CEDEAO, instrumentalisée par Ouattara et les néocolons français, les impérialistes de l'OTAN, la CEDEAO est la principale organisation qui est source de désordre en Afrique de l'Ouest. C'est l'organisation qui a déclaré la guerre à tout va, à tout le monde. C'est l'organisation qui a perpétré des sanctions illégales, illégitimes et criminelles contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, contre la Guinée et consorts. C'est l'organisation piétinant ses propres principes, s'est permise d'empêcher des pays sans littoral, eh bien, d'avoir accès à la mer. C'est l'organisation qui, violant sa propre charte, s'est permise de vouloir se mêler des affaires politiques des États souverains par une intervention militaire, alors même que la plupart des pays de la CEDEAO sont faits de putschistes civils ou de putschistes militaires. Ouattara lui-même est un putschiste civil. Macky Sall était un putschiste civil. Le régime togolais a été installé par un putsch civil en 2005. Talon est aujourd'hui un putschiste civil, puisqu'il est en train de confisquer le droit des Béninois de choisir leur peuple. Mbalo est un putschiste civilo-militaire. Le Nigeria, quant à lui, est une terre de putsch civil et militaire invétéré. Mais quel est ce pays, quel est le pays de la CEDEAO qui peut servir de modèle au Mali, au Burkina et au Niger? Puisque dans ce pays, il n'y aurait jamais eu de coup d'État. Quel pays? Aucun. Donc Alassane Dramane Ouattara veut démontrer qu'il peut restabiliser la région pour le compte de la CEDEAO, qui est déjà en fait morte-née, qui est déjà moribonde, qui est déjà en agonie avancée. Alassane Ouattara pense qu'il peut restabiliser la région à l'avantage précisément de son système économique. Or, les succès économiques, financiers du Mali, du Burkina et du Niger, malgré les sanctions, remettent en cause le mythe qu'on doit forcément passer par le franc CFA pour avoir la paix relativement et la stabilité économique. Donc Alassane Ouattara est confronté en fait à une défaite intellectuelle. Le Mali, le Burkina et le Niger sont la preuve que les Africains peuvent vivre sans le CFA. La Guinée-Conakry n'est jamais revenue au CFA, elle vit. Donc pour Alassane Dramane Ouattara, s'attaquer au Burkina, c'est essayer de résorber la défaite intellectuelle subie par la France-Afrique. Pendant très longtemps, on a fait croire aux Africains que s'ils sortaient du CFA, ce serait la catastrophe absolue. Maintenant, tous les Africains savent que rester dans le CFA, c'est cela la catastrophe absolue. Il y a une quatrième raison. Il y a une quatrième raison pour laquelle il en veut au Burkina. C'est que toutes les tentatives de coup d'État qui ont été ourdies à partir de la Côte d'Ivoire contre le régime du président Traoré ont échoué. Alassane Ouattara a échoué sur le plan frontal. Ayant donc échoué sur le plan frontal, il a décidé de recourir à un plan qui lui est favori, celui des attaques entre guillemets spirituelles. Alassane Ouattara, c'est connu, est un spirit. Qu'est-ce que c'est qu'un spirit? Un spirit, c'est quelqu'un qui invoque des entités maléfiques pour nuire à ses adversaires. Je recommence la définition du spirit. Parce que les croyants invoquent Dieu. Et ainsi, à travers Dieu, l'intervention des anges de Dieu pour les aider à résoudre leurs problèmes. Les croyants sont spirituels. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, c'est un spirit. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il invoque? Il invoque des démons. Il invoque les forces anarchiques, les forces maléfiques. Il invoque des démons, il invoque des forces anarchiques, des forces maléfiques, des forces perverses pour s'attaquer à ses adversaires. Et là-dessus, Chris Yapi vous a révélé beaucoup de choses. Ces dernières années en Côte d'Ivoire, tout le monde a pu noter l'augmentation des sacrifices d'albinos. Entre l'augmentation des sacrifices d'albinos et la brutalité du régime d'Alassane Dramane Ouattara envers le peuple ivoirien. Pourquoi tout d'un coup, la Côte d'Ivoire qui ne connaissait pas ces phénomènes, avant l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara, ou qui les connaissait très rarement, pourquoi tout d'un coup ces phénomènes s'accélèrent-ils? Mais parce qu'Alassane Dramane Ouattara
est un abonné au sacrifice humain direct ou symbolique. Bon, sacrifice humain direct, c'est sa spécialité. Il n'hésite pas à tuer pour exercer le pouvoir. Ça, c'est vrai, non? Si Alassane Ouattara n'hésitait pas à tuer pour exercer le pouvoir, il ne serait pas président. Les 3000 morts de 2010-2011 viennent du fait qu'Alassane Ouattara a préféré livrer une guerre, déclencher une guerre civile, que d'accepter la première décision du Conseil constitutionnel. Donc, il n'est pas difficile de montrer que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à tuer pour être président. Il y a eu une douzaine de coups d'État en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est présent dans tous les coups d'État. J'ai dit bien 12. C'est-à-dire que chez lui, il y a une véritable obsession du sang. Ça, c'est une obsession physique. Il a besoin du sang. L'autre chose que je vous fais observer, c'est l'augmentation exponentielle des sacrifices d'animaux sous le régime de Ouattara. Vous savez, il y a des sacrifices d'animaux qui se font dans le cadre spirituel, c'est-à-dire dans le cadre des croyances religieuses. Ce n'est pas de cela que je parle. Les Ivoiriens ont observé que sous Ouattara, le nombre de bêtes qui ont été tuées dans le cadre de rituels d'invocation pour lancer des maléfices contre des personnes, ce nombre a gravement augmenté. Le pouvoir des féticheurs, la recherche et le financement des féticheurs, les comptes bancaires des féticheurs ne se sont jamais aussi bien portés que sous Alassane Draman Ouattara. Les féticheurs étant ceux-là qui invoquent des forces maléfiques, c'est-à-dire des démons, pour soumettre des ennemis que leurs clients leur ont déclarés. Donc, quelle que soit la manière dont vous regardez le régime d'Alassane Draman Ouattara, vous reconnaîtrez que c'est un régime abonné au sacrifice. Sacrifice humain, sacrifice animaux, sacrifice de la collectivité en tant que tel. Alassane Ouattara a besoin sans cesse de donner la mort pour faire vivre son pouvoir. L'une des scènes que les Ivoiriens n'oublieront jamais, c'est le sacrifice rituel. C'était un sacrifice rituel organisé par Alassane Draman Ouattara en plein jour du jeune Nguessan Kwaku Toussaint en novembre 2020 à Daoukro. Est-ce que vous avez vu la scène? Est-ce que vous savez que les assassins qui sont protégés par Alassane Ouattara, qui ont tué pour Alassane Ouattara, ont tué de cette façon-là sur ordre de Ouattara Draman? Est-ce que vous le savez? Il faut que vous sachiez que Alassane Ouattara a demandé que cette décapitation soit faite et qu'elle soit filmée. C'était un sacrifice rituel. La décapitation de Nguessan Kwaku Toussaint était un acte de sacrifice rituel, ayant pour but d'infliger une peur immense au peuple ivoirien. Quand les Ivoiriens ont vu voler la tête de ce pauvre enfant, assassiné sur ordre de Ouattara, par les hommes de Ouattara, un assassinat qui a été filmé sur ordre de Ouattara,